Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Ambra Senator, danseuse, chorégraphe, mais aussi femme et mère. Dans l'espace de la danse, Ambra cherche le geste juste, la profondeur dans la légèreté, l'éthique, l'autre. Avec son nouveau solo, elle affirme son désir de danser intensément pour toutes les femmes privées de liberté. Elle raconte ici sa vie en mouvement, en Italie et en France, les questions qui guident la création, les doutes, sa responsabilité d'artiste. On l'écoute avec joie. La première de son solo est au théâtre de Suresnes le 17 novembre. Bonjour Ambra. Bonjour. Merci d'être là en face de moi. Eh ben merci à toi de m'avoir invitée, c'est avec plaisir. En ce lundi matin ensoleillé. C'est ça, avec plaisir. Ambra Senator. Dis-le toi, je pense que c'est mieux. Ambra Senatore. Ah voilà, tout de suite ça chante, c'est beaucoup mieux. Danseuse, chorégraphe. C'est ça. Performeuse. Directrice du Centre chorégraphique national de Nantes. Enseignante. Oui. Chercheuse aussi. Oui, femme et maman. Femme, maman, voilà. Toutes ces facettes, tous ces talents que tu as développés, tu en as quand même poussé un peu plus un. Et c'est là le côté chorégraphe. Exactement, en 2010, tu t'es consacrée pleinement à la chorégraphie. Ouais. On va parler de tout ça. Oui, parce que j'étais interprète jusqu'à avant. Et après, je le suis, mais dans mes pièces. Mais je rêve de l'être pour d'autres, c'est juste que je n'ai pas le temps. Pour le moment, donc ça viendra. Et pourquoi c'était important pour toi de développer toutes ces facettes ? Le côté universitaire, la recherche. Moi, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est pas des facettes séparées. On peut les nommer comme ça, mais finalement, ça appartient à un parcours de vie, comme chacun, on peut les avoir. Et que le côté jeune chercheuse, parce que j'ai jamais été une vraie grande chercheuse, mais j'avais commencé puis j'ai choisi le plateau, c'était vraiment la même approche qui m'amenait à m'interroger sur ce que d'autres avaient fait en danse, pour m'interroger sur ce que je cherchais moi, comprendre. Donc, voilà, c'était une manière de me former. Moi, en tant qu'Italienne, en Italie, on avait l'académie de danse pour se former en tant que professionnelle en danse, mais c'était plutôt ballet à l'époque encore, donc ça ne m'intéressait pas. Et je découvrais très tard qu'il y avait d'autres écoles en Europe où j'aurais pu candidater pour me former. Donc j'ai fait ma formation personnelle comme ça, en côtoyant des chorégraphes pendant beaucoup de semaines de stage, des années comme ça. Et en étudiant l'histoire de la danse, du théâtre, du cinéma, de la performance, des théâtres d'avant-garde, voilà, de la littérature. Il y avait un appel pour la danse contemporaine évident. Oui, qui est arrivé quand même grâce au fait que j'ai rencontré des bons professeurs à l'université, effectivement. Parce que j'ai dansé depuis toute ma vie, mais sans penser à en faire un travail, un métier. Moi, je voulais être actrice de cinéma. J'ai rien fait pour, voilà, c'est raté. C'est toujours mon rêve, hein. Si quelqu'un entend l'émission et qu'il veut, moi je suis bien partie pour. Mais non, j'ai découvert donc, que j'avais fait à l'université, donc je me suis inscrite à Histoire du cinéma. Et très vite, les profs de cette matière m'appelaient un peu moins, là, en ce contexte où j'étais à Turin. Et c'était d'autres qui m'appelaient plus, le théâtre d'avant-garde, et puis voilà, des enseignants d'histoire de la danse. Je faisais de la danse sans jamais m'être posé des questions plus que ça sur ce que c'était. Pardon, je le dis mal. Mais ça m'a appelé de rencontrer ces personnes, et donc j'ai choisi de rester plutôt dans ce domaine-là. Et un de ces profs m'a proposé de faire un doctorat, et après ça, de faire une bourse de recherche à Milan. Donc c'est grâce à lui aussi que j'ai beaucoup continué dans ce domaine. Mais il a voulu, à chaque fois, il s'appelle Alessandro Pontreme, donc je le cite avec plaisir, à chaque fois, il voulait que je continue à chercher, à étudier, parce que je dansais, et que je mettais ensemble la pratique et la pensée et la réflexion. C'était vraiment quelque chose qui l'a intéressé à me proposer de continuer, et je suis pleine de gratitude pour ça, parce qu'en effet, les deux ensemble, c'est top. Les deux se nourrissent. Absolument. Et tu continues aujourd'hui ?
de porter cet intérêt comme ça aux pratiques, à l'histoire, aller chercher des choses pour alimenter finalement ton écriture du mouvement. Sûrement, mais pas forcément que ou presque très peu dans l'histoire de la danse en soi. Je me sens très ignorante aujourd'hui. Avant, je suivais toutes les œuvres qui sortaient autour des notions du corps, de la danse, de la performance. Je les lisais. Là, ça fait un moment que je lis plutôt d'autres choses parce que la vie, les timings dans la vie sont réduits aussi par les autres activités, et que je m'interroge plus sur la société, la politique, l'éthique, et que ça rentre dans le travail. Mais oui, je continue et mes réflexions autour du corps existent, liées, attachées à des lectures et des questionnements sur la vie de l'être humain, sur cette terre. Voilà. Et c'est ce qui alimente? C'est ce qui alimente sûrement, oui, ta danse. Ce que je fais, oui. Et en 2010, on y revient, tu choisis de t'investir pleinement dans la chorégraphie. Tu as été danseuse-interprète pour d'autres. Voilà, je quitte en 2010 la dernière compagnie avec qui je travaillais, qui est toujours dans mon cœur, hein, c'est la compagnie de Roberto Castello, quelqu'un à qui je dois beaucoup aussi en termes d'apprentissage, au plateau directement. À moi, comme à beaucoup d'autres, il a fait confiance et nous a lancé au plateau sans école, mais c'est lui qui nous a fait aussi d'école, et j'ai beaucoup appris de Roberto. Bon, et d'une autre personne aussi, Raffaella Giordano. Et donc en 2010, j'arrivais plus à faire les deux parce que j'avais commencé à créer des solis, puis c'était ma première pièce de groupe, et donc il a fallu choisir. Donc j'ai gardé mon travail à moi, et j'ai encore fait une petite chose à la télé avec lui. C'était rare que ça se passe, c'était parce qu'il avait appelé tout le monde, tous les danseurs contemporains italiens, à faire la même chose avec Saviano à la télé. C'était un moment beau, vraiment, court. Intense. Mais c'est tout. Hein. Mais je rêve, je voudrais redevenir interprète. Même, j'ai très envie. Mais tu l'es pour tes pièces. Je le suis pour mes pièces, mais aussi au service d'autres projets. J'aimerais beaucoup. C'est une autre responsabilité, différente. Mineure, peut-être quelque part. Enfin, mineure dans le poids, peut-être, je me dis, mais quand même hyper importante. Et celle d'un interprète, d'une interprète. Mais avec moins de responsabilité de tout organiser, tout ce qu'il y a derrière, qui est quand même lourd. Et j'aime bien aussi, mais bon, voilà, c'est lourd. D'être juste dans la danse, finalement. Ouais, ça serait beau aussi. Dans la danse, qui est aussi de la réflexion auprès d'autres chorégraphes qui peuvent te guider. Interprète aussi, de metteur en scène, j'aimerais bien. Voilà, et donc en 2010 aussi, l'expérience à l'université s'est clôturée, parce que je l'ai décidé aussi de ne pas continuer. Et me voilà, depuis 2010, effectivement... Il y avait un appel pour la création? Oui, tout à fait. Évident. Ça, dès que je commençais à être interprète en 97-18, je me dis, enfin j'ai commencé en 95, mais c'était sans aucune conscience. Dès que j'ai commencé à être choisie pour des projets de danse, parce que c'est arrivé un peu au hasard, hein. Moi j'étais Erasmus à Paris, et je mettais tout mon petit argent dans des pièces à voir. Il y en avait plein, alors la beauté de voir toutes ces pièces partout, la frustration d'en rater à chaque soir au moins 5. Oui, tu as beaucoup vu, tu as été spectatrice. Ah oui, je énormément. me suis beaucoup formée en étant spectatrice. Je trouve, hein, pour mon parcours, c'était ça qui m'a aussi beaucoup nourrie. Et, notamment au Théâtre de la Ville. Notamment au Théâtre de la Ville, avec le rêve d'y jouer un jour, voilà. Et c'est arrivé, heureusement. Tu étais une spectatrice assidue. Ah oui, assidue. Il y avait des places pas chères pour nous, les étudiants de Paris 8. C'était là mon Erasmus en 97-18, c'est ça? Oui. Et puis, donc, je n'avais pas beaucoup d'argent pour prendre des cours de danse. Et donc, très naïvement, je passais des auditions qui étaient au CND, qui était à l'actuel emplacement de Mica Danse. Et donc, les auditions avaient un cours, un intro, et donc c'était un cours gratuit. C'est pour ça que je m'inscrivais aux auditions, vraiment sans aucun... Mais dans 2-3 compagnies, j'étais prise. Dont une où on faisait du hip-hop, alors j'étais nullissime, mais c'était génial de me déplacer comme ça, d'être dans cette dynamique de tournée, dans des salles de concert. C'était avec un chanteur qui s'appelle Nawak, ou s'appelait Nawak, je ne sais pas si aujourd'hui il travaille encore, j'ai plus de nouvelles. Non, c'était super. Donc, une pour lui, puis pour d'autres petites compagnies. J'étais stagiaire grâce à ça chez Luc Péton. Donc, voilà. Et j'ai commencé donc à être danseuse professionnelle, petite professionnelle. Et là, je me suis dit, ça m'intéresse, mais tout ça pour devenir un jour chorégraphe. Je sentais tout de suite que c'était ça. Mais avant ça, je n'avais même pas pensé de danser dans ma vie.
Et donc là, ce qu'on comprend aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y avait pas aussi un élan pour un type de danse particulier. Toi, tu toquais à la porte de différents chorégraphes avec différentes esthétiques, hip-hop ou autre chose. Oui, peu importe finalement. C'était vraiment le hasard, mais c'était parce que je ne pensais pas être prise. Je pensais juste prendre un cours gratuit. Se former à d'autres techniques. Non, prendre un cours gratuit, c'était très basique parce que c'était un seul cours, une audition. C'était pour pas payer les cours parce que je mettais tout mon argent sur les spectacles. C'était sans aucun sens. Parce que sinon, quand je choisissais moi les stages à suivre, c'était toujours plus, de la danse contemporaine ou soit dans la lignée de la postmodern dance, soit de la danse allemande expressionniste. Enfin, c'était plutôt ça, mon choix, comme ça, qui venait un peu qui résonnait goût et qui résonnait dans mon corps et mon esprit. Effectivement. Ouais. Et tu te souviens de ces années, donc de spectatrices assidues, des merveilles que tu as pu croiser, de choses qui t'ont marqué profondément? Alors, je réponds mauvaisement parce que c'était plus tard, mais c'est sûr que quand je pense à un spectacle qui m'a vraiment marqué, c'est Nos Paraderan, je pense que c'est le titre, c'est Marco Berrettini, on dirait. Génialissime. Mais c'était pas ces années-là, c'était un peu plus tard. Donc sinon, j'étais très touchée par la découverte de Kersmacher avec FaZe et Rosas Dance Rosas. Tant que j'ai décidé d'écrire ma thèse de fin de maîtrise, on dit thèse en italien, c'est un essai, vous direz, de fin de maîtrise sur elle, ce qui m'a fait fréquenter autrement le Théâtre de la Ville, parce que j'ai fréquenté les archives. Et donc j'étais aussi avec cette casquette-là, à côté de cette équipe passionnée du Théâtre de la Ville, qui m'a accompagnée là-dedans, beaucoup plus que celle de Kersmacher, étant Kersmacher un peu plus fermée, peut-être trop envahie par des chercheuses, je ne sais pas, des chercheurs. Je continue à penser du bien de cette chorégraphe, mais elle me touche un peu moins aujourd'hui, enfin ce que je vois aujourd'hui, même si je reconnais évidemment du talent extraordinaire. Mais vraiment les premières choses des années 80 que j'ai vues donc à la fin des années 90 et 2000 à Paris m'ont marqué. Maggie Marin, Joseph Nage, Pina évidemment que j'avais vu et lu dans les livres, mais que j'ai pu voir dans une série de pièces, alors pas les plus anciennes, je voyais celles de l'époque. Sûrement d'autres auxquelles je pense. Et comment tu procédais? Tu voulais tout voir? Je voulais tout voir. Ah oui, j'étais éponge parce que je connaissais très peu au final. Très très peu. J'avais toujours dansé dans une petite école de danse de bonne qualité, une école privée parce qu'en Italie c'était un peu le cas pour beaucoup de filles, pas beaucoup les garçons malheureusement. Mais du coup, non, les premières pièces que j'ai vues encore en Italie, c'était Iphigénie en Tauride, je ne sais pas comment on dit, de Pina. Et mais comment ça s'appelle cette pièce de Maggie avec toutes les femmes habillées en rouge comme des poupées, ça m'échappe. On va le retrouver le titre. Ça m'échappe. C'est hyper connu. Bon, bref. Les deux premières pièces que j'ai vues. Après, en Italie par contre. Oui, en Italie. En Italie. Mais à Paris, non, je choisissais pas en fait. Je voulais voir tout. Et c'est ça qui était intéressant. Et j'absorbais. Un jour, j'avais un sens critique personnel, du goût, de la réflexion. Après, j'en ai vu qui m'ont moins touchée. J'ai vu des grands noms que du coup, je ne les cite pas parce que c'est pour dire que ça ne m'a jamais touchée. Donc c'est pas, on ne va pas le dire alors. On ne va pas le dire, mais il y en a plein qui n'ont pas touché. Et puis des choses petites, moi je m'interrogeais, c'est quoi qui me parle? Et à un moment, je me disais, c'est l'honnêteté du projet, que je les sens honnêtes, que je ne sens pas se moquer de nous. Après... Voilà, ça pouvait être très théâtral, très abstrait. J'étais très touchée par du Trisha Brown parce que c'était du coup pas très théâtral comme souvent les choses qui me parlaient. Et en même temps, je trouvais dans cette abstraction une puissance de présence humaine. Mais je ne sais plus quelle était la pièce dans laquelle il y avait beaucoup d'abstraction et puis un petit bisou à un moment. Je me rappelle de ça. Puis c'était très, 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 très intéressant d'étudier à Paris 8. Cette année-là, il y avait un cours d'analyse du mouvement de Hubert Godard lui-même. Alors la chance d'avoir fréquenté ce cours-là, magnifique, très très riche. Isabelle Ginot qui avait un cours cette année-là sur la démocratie en danse contemporaine, mais du coup c'était sur la postmodern dance. Et là, pareil, génial. Et j'ai assisté, ça m'avait touchée. Je pense que c'était à Bobigny, je sais plus. J'ai assisté 2 soirs de suite à un solo de Steve Paxton, je ne me rappelle pas du nom, ça tournait beaucoup. Génial de pouvoir vivre ces moments. Génial de voir Steve Paxton qui dansait, qui vient de nous quitter, Et puis le même solo dansé par Baryshnikov le soir d'après, ou le soir d'avant, je ne sais pas, j'ai vu les deux. La réaction du public très différente, alors que moi je trouvais très intéressant les deux, mais très différents, C'était 2 spectacles différents.
Et j'étais très étonnée que le grand public de ce théâtre, plutôt parisien, en disant même si c'était un banlieue, ait vraiment eu des applaudissements, mais alors vraiment extraordinaires pour Baryshnikov, que j'ai beaucoup apprécié aussi, hein, et très mitigé comme ça pour Paxton. Et je me disais, bah tiens, il y a quelque chose derrière les applaudissements. Moi, Baryshnikov est quelqu'un que j'ai beaucoup estimé et pas du tout, pas vraiment dans une démarche d'ouverture, absolument. Mais je me dis, c'est le public aussi qui a... Je m'interrogeais sur la question de la mode, du commerce, du star system. De l'aura. De l'aura, voilà. Et toujours, je reste... ouais. Et toujours, ça touche beaucoup le public, l'aura. C'est fou, hein. Et voilà, donc je pense à ces choses-là, puis il y en a sûrement d'autres. J'essaie de regarder aussi beaucoup de théâtre, et j'arrive un peu moins aujourd'hui, et c'est vraiment dommage, parce qu'il faudrait... Moi, déjà, je vois pas de limite entre danse, théâtre, musique. C'est vraiment le corps au plateau, les corps au plateau, en relation avec les corps et les personnes dans la salle. Mais c'est vrai que pour manque de temps, je vais peu voir des choses qui s'appellent théâtre aujourd'hui, et c'est dommage. Donc dans ces années-là, tu construis un regard. Oui. Une culture de oui. la danse. Oui. Plurielle. Fondamentale, oui. Ouais. Oui. Et finalement, tu commences à définir, en portant ce regard sur ces différentes écritures, ta propre écriture. Voilà, ma propre écriture. Parce que tu te dis, ça j'aime bien, ouais. ça me parle. Après, c'était pas du tout, jamais consciemment, après, parce qu'inconsciemment ça arrive, mais consciemment, j'ai essayé de faire comme telle ou telle personne. Ça m'est jamais arrivé consciemment. Les rencontres que j'ai faites, alors du coup, d'un point de vue vraiment de la danse, donc Roberto Castello et Raffaella Giordano, c'est deux très importants. Chez eux, j'ai retrouvé des choses que j'avais aussi en moi, mais qui ont pris un écho vers des personnes plus âgées qui avaient plus pratiqué que moi, et puis des découvertes aussi. Et chez Raffaella, donc ils sont peut-être pas très connus ici. Oui, c'est effectivement, c'est voilà. ça faisait partie de mes questions aussi, d'avoir cette culture de la danse italienne qui est peut-être moins installée aussi en France. Sûrement moins installée en France. Alors ces deux personnes font partie d'un regroupement qui s'est appelé Sosta Palmizzi à partir de 1984. Et en fait, c'est à l'issue d'une expérience à la Fenice di Venezia, dirigée par Caroline Carson, qui avait été appelée à faire un peu la même chose qu'elle avait faite à l'Opéra Bastille. Oui, pas l'Opéra Bastille. À l'Opéra ici à Paris, de créer un groupe de danse contemporaine. Et parmi ces danseurs et danseuses, certains sont restés unis dans ce groupe. Et vu qu'ils avaient été danseurs et danseuses de chez Caroline, les journalistes leur ont donné un peu plus d'écoute, un peu plus d'espace, les programmateurs aussi, ce qui a donné un élan à la danse contemporaine italienne, avec d'autres qui n'étaient pas élèves ou danseurs de Caroline Carson, mais qui, grâce à cet élan un peu autour, je résume un peu, hein, on peut avoir de la place. Et donc, parmi Sosta Palmizzi, Raffaella Giordano, Roberto Castello, qui après se sont séparés, quand je les ai rencontrés, ils étaient autonomes l'un de l'autre, vraiment l'une de l'autre, amis sûrement, et chez Raffaella, j'ai beaucoup travaillé la question de la présence et de la non-gratuité du geste, que j'ai pas encore découvert comment rejoindre, mais vers laquelle je vais. Et une approche par but pratique, c'est ça? Oui, absolument. Et cette question de se laisser danser, participe passé, d'être dansé, comme si c'était autre chose qui nous dansait. Et ça, c'était très précieux. C'est précieux. Je l'ai encore vraiment au quotidien. Ces trois choses-là, la non-gratuité du geste, la question de la présence, du rapport au présent, et de comment on est vrai profondément dans la fiction aussi, voilà. Et là, ouais. Et d'être dansé, comment tu dansé. Ouais. Alors, comment tu convoques ces états-là? Enfin, il y avait un cheminement pour y arriver oui, que j'ai transformé après, donc je ne sais plus exactement comment c'était chez Rafa. Si elle voyait maintenant mes échauffements que je propose aussi aux danseurs et danseuses de la compagnie ou pendant des ateliers, je pense qu'elle pourrait reconnaître un héritage, mais aussi ne pas être d'accord peut-être, je ne sais pas, il faudrait qu'un jour je l'invite. C'est un long temps de relation entre soi-même, son corps et l'espace, en essayant d'être bougé par le rapport à l'espace. C'est comme je le transforme. C'était peut-être pas ça que Raffaella nous faisait faire. J'ai oublié exactement ce que j'étais tellement remâchée et transformée. Et qu'après, on rentre dans une espèce d'état un peu sur la lune, comme ça, qu'on partage avec les autres. Après, il faut ouvrir les yeux, se reconnecter au réel, au concret, au présent, d'une manière pas du tout... Baba Yaga, même si le début aurait pu le paraître. Je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec une forme de méditation. Je n'ai jamais fait des méditations, jamais pratiqué des arts orientaux, de la méditation, mais quand je propose ça à des gens qui l'ont fait, les gens me disent « Ah bah tiens, on dirait de la méditation ». Probablement. Ils font des parallèles. Probablement. D'autres qui me parlent de Feldenkrais comme quelque chose de très proche.
Mais du coup, c'est tout pour monter à créer de la relation entre chacun de nous via notre corps. Mais quand je dis corps, le cœur, la tête, les désirs, l'esprit, l'intelligence, tout est dedans. Hein, mais dans l'expérience qui vient de la chair, des os, et qui nous réunit toutes en tant que personne entière. Et donc, le rapport à l'espace, et puis au fur et à mesure, dans l'espace, aux autres, en relation. Avant même que ça soit des relations émotionnelles, mentales, c'est des relations de corps dans l'espace qui partagent un même espace, qui partagent des mêmes événements, des mêmes temporalités et qui se laissent porter par les choses qui arrivent sans les chercher avec la tête. Ça, pour moi, c'est essentiel. Sans les chercher avec la tête, sans les chercher avec la tête. Après, la tête est là. On observe, on mémorise, on se rappelle. On en discute beaucoup. Après, il y a beaucoup de têtes dans mes répètes. On discute. Mais que ça vient du corps, je trouve vraiment précieux. Le corps qui a absorbé les expériences de tout le monde, qui les met au service du projet, etc. Et puis chez Roberto Castello, un respect pour les spectateurs et spectatrices, parce qu'on les invite, on les convoque, donc c'est un échange. Une question qui met le fait que toute esthétique est éthique aussi. Alors, c'est pas sûr que j'ai réussi, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, influencée, que je cherche de réussir après. Vraiment, que notre approche esthétique est une approche éthique, est un regard sur le monde, et offrir des visions du monde, les partager, et que c'est ancré dans la politique et le social, même si je ne peux pas dire que je fais du théâtre politique, de la danse politique, je rêverais de la faire, mais pour le moment, j'ai de la pudeur, de l'incapacité, je préfère ne pas faire du théâtre politique mal fait, un peu collé comme ça, mais j'essaie d'être éthique et politique dans les démarches, et peut-être quelqu'un pourra voir dans les plis de nos spectacles qu'il y a tout ça, je l'espère quand même. Éthique. Oui, éthique. Donc c'est quoi? C'est être... C'est une forme de droiture, c'est une forme de... c'est une forme d'honnêteté. De conscience. Je me trompe, je ne suis pas tout le temps, je tente, c'est des tentatives, je suis toujours dans le doute, dans la faute, hein, ça c'est sûr. Mais éthique, alors je n'ai pas de définition, je ne m'étais pas préparée à ça, mais c'est de se dire par exemple que tout ce qu'on fait, je dis on parce que c'est collectif aussi, c'est avec des collaborateurs, collaboratrices, doit avoir pour moi, mais à avoir. Et puis, avec notre présent et notre société et ce qui se passe sur Terre, ou plus loin, mais j'en suis encore moins consciente. Déjà sur Terre, je ne suis pas consciente de tout et je ne comprends rien de ce qui se passe, ou très peu. Mais voilà, ce questionnement de se dire... Moi, je m'interroge beaucoup sur le sens de ce que c'est que faire des spectacles. Et souvent, ma réponse est il n'y en a pas. Il faut arrêter, il faut que j'arrête. Il n'y a pas de sens, il y a déjà beaucoup de spectacles et ils passent dans des salles où les gens pensent à peu près comme moi, donc pas la peine. Mais en fait, je le retrouve quand mais je cherche à le retrouver quand je travaille avec la danse comme outil, instrument, moyen de partage et de rencontre auprès de publics variés, des enfants, des jeunes, de publics dits en difficulté ou qui arrivent de situations complexes. Alors là, je sens que c'est des miettes peut-être, mais dans ce partage avec les autres, le fait de pouvoir faire un tout petit peu pour connaître soi-même, connaître l'autre, rentrer en empathie, en sympathie, échanger un peu de peau, comprendre le point de vue de l'autre, apprécier les différences comme des valeurs et pas comme des choses à nier ou à repousser, ça peut avoir un sens. Et donc c'est avec les spectacles, la pratique partagée qui font sens, et pas les spectacles tout court. Ça, c'est pour moi. Et c'est là-dedans que je cherche d'être éthique. Parce que tu es regardée. Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Regarder, mais c'est un partage. Et ce mot responsabilité est vraiment ce que je vis depuis que j'ai des financements publics. Donc même avant le CCN, parce que dans nos pays, Italie, France, avec des mesures différentes et des systèmes différents, c'est l'argent public qui finance la création artistique, ce qui est pour moi juste dans une démocratie. Hein. Mais du coup, c'est une responsabilité. Et il faut le considérer. Et je le considère. Après, ça ne veut pas dire que je fais tout juste loin de ça, mais on tente. Mais en tout cas, effectivement, tu évolues avec cette considération. Oui. Avec du coup beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de crises. Voilà. Donc là, on a un peu dévié, mais effectivement, on comprend que toutes ces années, on nourrit ta culture, ton écriture, et qu'en 2010, tu choisis pleinement d'être chorégraphe. Voilà. Qu'est-ce que tu trouvais à cet endroit que tu ne trouvais pas ailleurs? Je ne me suis jamais posé la question. C'était un élan de vie qui trouvait sa réponse dans Moi, je pense que j'adorais rencontrer et que c'est une belle manière de le faire. Et avec les collègues,
et avec les personnes croisées dans les théâtres, et avec les spectateurs et spectatrices, et aussi des spectateurs et spectatrices qui ne savaient pas de lettres quand on jouait dans la rue ou à d'autres endroits, que j'ai toujours apprécié fréquenter à côté des théâtres pour que la danse arrive à d'autres endroits où les gens ne s'attendaient pas. Donc je pense que c'était la relation et la rencontre. Alors ça aurait pu avoir avec d'autres métiers, mais c'est celui-là qui était arrivé. Et j'adorerais et j'adore encore ça. Ouais. La relation, la rencontre. Ouais. Et la danse? Et la danse très souvent, quand on commence à créer, même pendant tous les processus, et même quand les pièces sont créées, je me dis, c'est complètement inutile, pourquoi cette décoration? Vraiment, je le pense, en grande partie. C'est pour ça que souvent, j'ai mis des actions du quotidien. Alors, est-ce que ça serait moins décoratif parce que c'est du quotidien? Je sais pas. J'ai pas de réponse, mais la danse. Alors, la danse, sincèrement, c'est très... c'est pas réfléchi pourquoi je me suis retrouvée dans la danse. Moi, quand je dansais enfant, et que j'ai toujours dansé, fait des cours de danse depuis l'âge de 5 ans, parce que c'est arrivé par hasard qu'une femme qui habitait chez nous m'a fait danser, puis elle est repartie chez elle en Allemagne, elle est allemande, et donc je demandais de continuer. Mais pour moi, c'était quelque chose de précieux, je me disais, j'ai 2 jambes, 2 bras, des cheveux, un nez, une bouche, et la danse. Ça m'appartenait, personne ne pouvait me l'enlever. C'est ça qui était précieux. Et j'essaie aussi de transmettre ça des fois à des enfants et de dire, voilà, sachez que vous avez ça, personne pour vous enlever cet espace de liberté et créativité. C'est peut-être ça qui est la danse, même avec un petit doigt. Alors c'est dur à dire parce qu'il y a des pays où on ne peut pas danser. Hein. Et c'est, voilà, on peut pas danser, à côté de ça, on ne peut pas faire plein de choses. Tout ce qui est de l'ordre de l'expression d'une liberté et d'une créativité. C'est peut-être ça qui m'appelle dans la danse, effectivement. C'est dans le mouvement, tu trouves la liberté. Ah oui. Oui. Après, c'est jamais un mouvement juste lié à... C'est un mouvement rattaché à du sentir. Je ne considère pas... Comment dire? Quand on me dit, un spectacle doit amener des émotions, non, je pense pas ça. Je suis pas contre, mais les émotions, c'est par conséquence. Moi, je pense plus à du sentir, des sensations, avant même que des émotions. Et c'est ça aussi que je cherche, que je me retrouve à vivre en tant que créature dansante, et en tant que créature qui partage la danse avec celles et ceux qui regardent. Des sensations, ce qui met ensemble pensée, émotion, expérience, projection. Donc, tu luttes contre une danse qui serait ornement, décoration, tu l'as dit d'ailleurs. Et souvent, je m'y retrouve, je me retrouve à la faire. Souvent, je suis sûre, mais je voudrais pas, mais je cherche. Et tu passes par les sensations, c'est-à-dire, je ne sais pas, tu es en train de danser, tu dis là... La question de sentir, toute la pratique que je tente de proposer, il y a les deux écoles qui se mélangent, celle un peu plus de matrice dadaïste, surréaliste, de non-sens, absurdité de Roberto Castello. Donc ça, c'est ce qui est en toi. Voilà. Et celle de perception presque liée à la religion que je n'ai pas. Moi, je suis pas... T'as pas de pratique, ni de croyance. Après, je peux bien penser qu'il y a autre chose que ce qu'on voit, mais pour moi, c'est la nature, c'est voilà. Mais et je respecte d'autres pensées évidemment. Mais chez Raphaël, là, peut-être il y a quelque chose qui part de transcendance aussi. Alors, je le nommerai pas comme ça pour moi, mais quelque chose qui vient au-delà de nous, qui est dans ces énergies de partage avec d'autres, avec la nature, les arbres, les animaux, là, ce qu'on détruit malheureusement. Une communion. Oui, une communion. Et alors. Je sens ça aussi en dansant. Et donc, il y a quelque chose de très pragmatique et de pensée, pas logique forcément, parce que le dadaïsme, cette approche de Roberto qui reste aussi la mienne. Autrement, nos œuvres sont très, très différentes. Mais cette approche non linéaire au récit. Donc, je pars souvent de dramaturgie pour mes pièces, mais je cherche qu'elle soit non linéaire et en même temps qu'il y ait un sens unitaire. Alors, comment le faire? J'ai la recette, sinon j'aurais trouvé la solution pour toutes mes pièces. Mais oui, après, quelqu'un avec qui j'ai échangé, un mathématicien, Iraj Mortazavi, iranien, me dit pour lui, la danse, c'est expression de la vie, c'est la vie à l'énième puissance. Alors peut-être. La vie à l'énième puissance. À l'énième puissance, ouais. Et il a peut-être raison. Et peut-être c'est pour ça que je danse, je sais pas. Un élan vital. Mais c'est vital. aussi parce que la vie m'a donné ça, en fait. C'est aussi... Et j'ai bien reçu, j'ai bien voulu l'accueillir, mais ça aurait pu être autre chose. Voilà. Oui, mais tu disais, par exemple, tu nous as confié que tu aurais aimé être... actrice. Ah oui, actrice de cinéma. Tu aurais pu t'investir pleinement, tu vois, dans cette passion-là, et puis finalement, c'est l'appel pour la danse qui est resté. Ouais, il y a une raison pour ça, parce que quand au moment de choisir après le lycée quel cursus poursuivre,
J'aurais voulu faire une école pour être actrice, mais je ne l'ai même pas dit, ni à moi-même presque, ni surtout à mes parents qui étaient très ouverts, hein, vraiment, des parents très très ouverts, absolument pas de fermeture, de projection sur ce que j'aurais dû faire ou pas faire, mais une sensation que le milieu du cinéma était perçu par eux comme un milieu dangereux pour une femme, pour une jeune femme, machiste, et où il y avait beaucoup d'abus, et chose qui était peut-être vraie aussi. Hein. Et du coup, ça m'a empêchée de le tenter. Je le regrette un peu et en même temps, ça me va, j'ai une belle vie. Mais quand même, j'aurais rêvé d'être actrice. Mais danser, c'est aussi être... Oui, bien sûr, dans ce que je fais, il y a beaucoup ça. Et puis je me suis retrouvée, justement en 2010, 2009-2010, quand je crée ma première pièce de groupe, je me suis vraiment très vite, je me suis rendu compte qu'en dirigeant un groupe, qui était aussi de personnes très propositives, hein, bien sûr, mais mon travail de lancer des pistes et puis de les tirer des fils chaque jour, hein, et continuer à lancer des schémas, puis retirer et rentrer dans la notion de composition, me rendait un peu proche d'une cinéaste qui tentait de décider et qui choisissait où appeler le regard des spectatrices et spectateurs. Avec la caméra, tu fais des zooms, des panoramiques, des travelling, ou aussi de grands plans larges où tu mets des objets à l'intérieur, objets physiques aussi, hein, d'action. Et avec le plateau, c'est comme si la caméra, l'écran est donné, ça ne se déplace pas, c'est ce plateau-là, mais tu peux travailler sur l'appel du regard à un endroit. Tu peux faire apparaître des choses comme par magie, alors que techniquement, une personne pour apparaître au milieu du plateau, il faut qu'il y arrive. Mais tu appelles le regard ailleurs. Et j'ai vraiment senti cette question-là d'être cinéaste. Donc pas actrice du coup, mais quelque chose de proche. Je l'ai vécu. Chorégraphe cinéaste. Oui, je dis comme ça, après je sais pas, peut-être je me trompe. Donc tes maîtres à penser en tout cas ont été Roberto et Raffaella. Ouais, et Alessandro Pontremoli, prof d'histoire de la danse, avec une très belle pensée sur la danse, à l'université du coup. Ouais. Et on les connaît peu en fait en France. Oui, normal, on les connaît peu parce que la danse italienne n'a pas beaucoup été valorisée chez nous-mêmes en Italie et du coup par conséquent peu ailleurs. J'avoue qu'on connaît beaucoup pas la danse française, parce qu'aussi c'est un pays qui a su valoriser et qui a su pousser pour que ça existe. Et comment tu l'expliques ça ? C'est des investissements et un parti pris à partir de la fin de la Deuxième Guerre, Malraux, tout ça en fait. Je mélange un peu les époques, mais je veux dire toute une intention de démocratiser la culture et que la culture est aussi faite par le spectacle vivant et la danse. Et en Italie, ça s'est pas fait pour des raisons variées que je ne vais pas analyser là, mais sûrement complexes. Il y avait beaucoup d'échanges immédiats dans la rue, instinctifs, donc ça n'avait pas besoin d'être cadré. De l'ordre de la performance, finalement ? Aussi, parce que dans la manière qu'on a d'échanger entre nous, il y a beaucoup ça. J'ai fait un peu des raccourcis culturels. Est-ce que c'est ça qui a fait que du coup, on ne l'organisait pas forcément par l'État ? Est-ce que c'est un État qui a manqué sur plusieurs choses ? Est-ce que c'était un pays détruit par le fascisme en interne ? Est-ce qu'il a fallu construire autre chose ? On a une très belle constitution, on l'a fêtée hier, hein. C'était le jour, la Festa de la République, parce que c'est le 2 juin que la République a été votée. Puis je ne sais pas les raisons, mais ça a été moins accompagné. En tout cas, le rayonnement culturel de la France a été plus... D'un point de vue du spectacle vivant, c'est sûr qu'il y a eu des choses faites en France mieux et plus qu'ailleurs, au-delà de l'Italie, hein. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des belles artistes ailleurs, il y en a, et il y en a beaucoup. Mais la France a su organiser un système de soutien et du coup aussi un système de public qui existe et qu'on continue à travailler pour que ça existe. Et des fois, on arrive moins et c'est un moment critique aussi. Il faut repenser le système français, je pense. Enfin, je ne suis pas la seule. Je n'ai pas toute la recette, mais ensemble, on verra si on y arrive. Mais c'est un moment difficile aussi. C'est plus les mêmes enjeux, c'est plus les mêmes choses qu'on a su faire. On dit en France, et je me sens partie de cette histoire. Non. À partir de 2012, ma compagnie s'est déplacée en France, mais déjà avant, j'ai commencé à travailler plus en France qu'en Italie, à partir, disons, de 9-10, justement, ce même moment. Et pourquoi tu choisis la France ? Je ne l'ai pas choisie, c'est elle qui m'a choisie. Je plaisante, ça me rend un peu prétentieuse, mais oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que grâce à des projets effectivement... En Italie, on a tenté par moments, et encore on le tente, d'avoir des
vertueux de soutien à la danse contemporaine, à la création contemporaine en général et pour ce qui me concerne à la danse. Et j'étais vraiment le résultat de certains moments précieux, notamment en soutien à des jeunes artistes de ma région, le Piémont, et puis ça en 2009, et après la possibilité que certains de ces artistes aillent dans un échange avec Rhône-Alpes à Avignon, quand les régions s'en mêlent, c'était le titre du projet. Donc en tant que piémontaise, j'étais programmée là-bas, à Avignon, Festival d'Avignon. J'étais repérée, aux Hivernales Avignon, ce qui dans le off, mais quand même très bien repéré. Aussi, il y avait une partie du IN qui parlait des Hivernales à l'époque. Donc, et aussi par Londa, qui a fait une rencontre en 2007 qui s'appelait Carta Bianca, avec des auteurs de différentes disciplines artistiques du spectacle vivant, jeunes auteurs émergents présentés à Chambéry, et que Giusy Tinella de Londa, à l'époque travaillait pour Londa, a eu mon nom qui lui a été fait par des programmateurs italiens qui avaient commencé à repérer mes solis. Je faisais que des solis jusqu'en 2009. Oui, ça a été ta marque de fabrique pendant un moment. Voilà, parce que j'avais envie de créer avec d'autres, mais je me demandais d'abord d'avoir assez de confiance en moi pour la demander à d'autres. Alors, j'en ai un peu de confiance en moi, mais pas tout le temps encore. Mais c'est en 2009 que j'ai senti que je pouvais en demander à une autre personne, Caterina Basso, qui est la première danseuse que j'ai guidée. On a collaboré. Et à partir de là, on a créé un duo qui a eu un prix qui nous a permis de créer un quintet. Passo, en 2010. Oui, Passo, d'ailleurs, qui a été programmé au Théâtre de la Ville. Voilà. C'est ça. et donc, ces projets-là, Carta Bianca, m'ont permis d'être repérée et de rencontrer des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont proposé. En gros, ça s'est fait un peu naturellement. Je n'ai pas décidé de venir en France, mais la France m'a appelée. Oui, tu as été appelée par des projets qui étaient plus importants à la en France. Personne de Jacques Mogin, qui dirigeait à l'époque, qui m'a rencontré à Carta Bianca en 2007. Francesca Poloniat aussi, qui m'a vue et puis plus tard a commencé à me soutenir au sein de la scène nationale de Besançon. J'étais artiste associée. Elle avait un rôle de... Elle côtoyait la directrice de la programmation. Et Jacques Mogin, qui est devenu mon oncle, mon ange, parce que lui, il m'a changé la vie. Hein. Il dirigeait le théâtre Château Rouge à Annemasse. Et donc, une fois qu'il a pris sous ses ailes mes créations, parce qu'il a compris que j'étais un désastre d'un point de vue de la stratégie, de la communication. Alors, un désastre, vraiment moi, super nul. Et donc, il a dit non, mais il faut que je t'aide. Et il a invité les professionnels. Il m'a trouvé, lui, des dates du duo qui avait gagné le concours. Pendant qu'on crée le quintet, on sortait des dates du duo. Il était en train de signer des contrats comme quoi les gens achetaient le quintet. Ça m'a changé la vie. Donc, je me dis toujours, j'espère 50% des qualités que j'avais de chorégraphe, et 50% Jacques qui arrivait à faire du réseau, à trouver de l'argent pour coproduire les pièces après, voilà. Qui t'a aidé sur la diffusion. Absolument. Au sein de son théâtre, Château Rouge, comme il aidait d'autres aussi, hein, et il continue, lui, il n'arrête pas, là, il est à la retraite. Et une fois parti à la retraite, Jacques, alors je pense que c'était 2012 ou 2013, j'oublie, je devrais savoir mieux, il a fondé ma compagnie, mais presque ça me le dit, enfin bien sûr, je le savais, mais il a tout fait, non mais la chance. Et puis j'ai dû insister un moment pour qu'au bout d'une année, je dis mais Jacques, il faut que je te paye, que la compagnie te paye. Mais non, ça. Donc j'ai dû insister, peut-être il a pris 3 fois 300 €, un truc comme ça. Mais ridicule. Et vraiment, voilà. Et toujours, il aide beaucoup les gens. Je les artistes encore aujourd'hui. Il accompagne plein d'artistes, oui. Ça, c'est magnifique de rencontrer des personnes Magnifique. Comme ça, qui ont du cœur aussi. Magnifique. Et une autre personne, c'était Claire Verlet. Vous parliez du Théâtre de la Ville. Tout à l'heure, ouais. Elle a vu Passo à Besançon. Donc aussi la directrice de Besançon qui l'a programmé, grâce à l'intervention de Jacques aussi. Et puis Claire qui le voit et qui écoute l'échange avec le public après et qui dit « Ah, j'ai beaucoup apprécié, mais bon, on n'a plus de place pour la saison prochaine. » Et puis 2 semaines plus tard, elle m'appelle en disant « Bah, on a trouvé la place. » Alors là, waouh, c'est super. Là, c'était un rêve pour toi qui se réalisait, toi qui avais été spectatrice assidue au Théâtre de la Ville. Super. Ça, la première fois que tu as été diffusée sur bon, ça s'appelait pas Sarah Bernard à l'époque. C'était en quelle année? Alors, en fait, c'était en 2011, je crois. D'accord. Je me trompe. Ou 2000. C'est la saison 11-12, je dirais. Ouais. Après, il y a une longue histoire qui s'est écrite. Ah oui, chaque année, elle continue aussi avec le Théâtre de la Ville. La dernière programmation, c'est là, il y a 2 semaines. Donc, c'est aux Abbesses qu'on a joué beaucoup de pièces. Et puis, au Théâtre de la Ville, on a joué juste avant la fermeture une pièce qui se prêtait parce qu'on était 9, qui s'appelle Aringa Rossa, qui a joué en février 15 au Théâtre de la Ville. Et c'était beau d'y être. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, Claire, sur ton écriture? Tu te souviens? Non? La première fois? Ouais. Non, très peu. Elle m'a dit... Je voyais bien qu'elle était très attentive à l'échange aussi avec les spectateurs et spectatrices après. Je pense qu'elle a compris. Elle a vraiment compris la démarche
esthétique et du coup, oui, un peu éthique aussi. Donc alors, on en parlait donc justement. Mais je sais pas. Je lui ai jamais demandé. Ah, ça serait intéressant de savoir. Ouais. Et l'écriture, alors que tu as ciselé comme ça après toutes ces expériences. Donc tout à l'heure, on a parlé d'être authentique, d'être éthique. De présence au plateau, de sensations. Mais finalement, comment ça transpire auprès du public? Qu'est-ce qui caractérise ton écriture chorégraphique? Alors, je pense qu'il y a deux éléments que moi je citerai, et puis d'autres peut-être non d'autres, mais qu'il y en a un troisième qui m'est à cœur. Alors, les deux premiers, je citerai une espèce d'intelligence compositive, une question de composition. Je dis intelligence parce que quelqu'un a utilisé ce mot, et que je trouvais intelligence diabolique, elle avait dit. Et donc, c'était pour Aposto. Parce que c'est un puzzle qui est tout défait puis se remet en place vers la fin. Donc des indices éparpillés, des flashbacks, un travail comme ça de montage démonté. Et ça, c'est vraiment une signature pour moi. C'est quelque chose qui me parle et qui me parlait quand d'adolescente, j'écrivais des textes. C'était pour mon amoureux, j'écrivais des petits récits, des nouvelles courtes. Nouvelles, on dit, des petites. Oui, des petites. Et qui étaient un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments qui se posaient, on ne comprenait pas trop bien. Puis il y avait des virages et des découvertes à la fin où tout prenait place. Et ça, c'est un peu comme ça. Ça, tu aimes, ça. Oui, j'aime la surprise. Oui, j'aime la surprise, le dévoilement et des choses qui sont cachées derrière les plis et qui se dévoilent. Mais je l'aime, mais c'est pas un parti pris. J'ai découvert que ça m'appelait beaucoup dans la composition, cette question-là. Et donc voilà, c'est un des deux éléments. Et l'autre, c'est une légèreté qui pour moi n'est pas superficialité. Vraiment, Vraiment, c'est-à-dire que je cherche de la profondeur, mais que l'aspect ludique, des fois ironique et léger, est quelque chose que j'ai aussi découvert. C'était pas un parti pris, ce n'est pas un parti pris, mais ça m'appartient peut-être par inspiration inconsciente de tout ce que j'ai vécu en tant que spectatrice aussi en Italie et en tant qu'habitante italienne aussi. Là, je relisais ce matin des choses autour de Massimo Troisi, que vous avez connu peu parce qu'il est mort jeune, mais Il Postino, comment ça s'appelle en français, le facteur, oui. Ce film-là. Et puis d'autres, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui est mort trop jeune pour une pathologie au cœur. Et une comicité comme ça, il trio Lopez Marchesini Solenghi. Parce qu'après, en voyant mes pièces, on me parle de Buster Keaton, de Jacques Tati, que je ne connais pas. Bon, Buster Keaton, peut-être je après, tu as regardé, non? Tati, non. Non, t'as pas regardé? Non. Alors, une fois qu'on a commencé à me dire que mon travail faisait penser beaucoup à Tati, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'étais curieuse. J'ai vu quelques bouts de Playtime et j'ai dit, oh là là, en effet, mais beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, pour le moment, je n'ai pas voulu voir plus. Parce que... Et après, les influences, c'est évident que Tati m'a influencée, même si je n'ai pas vu Tati. C'est possible. Mais Tati était peut-être influencé lui-même d'autres, qui m'ont Stan Laurel et Oliver Artie, je ne sais pas de le dire bien en français. Toto, peut-être Tati n'a pas vu Toto, mais Tati Toto. Mais des choses qui se transmettent parce qu'on est des éponges et que la culture se partage aussi autrement que dans la conscience concrète, avoir vu une chose plutôt que l'autre. Voilà, je ne sais plus pourquoi je suis arrivée là, mais que pour moi, il y a de la profondeur dans cette légèreté. Et tout dernièrement, j'ai découvert, un peu tard, hein, vous pouvez dire, mais tu peux dire, Spinoza, que je connais à l'eau de rose, on dit en italien, je ne veux pas de faire des en superficie. Voilà, en superficie, mais j'aimerais bien approfondir cet été, il faut vraiment que je me pose pour lire mieux, et qui m'a soulagée, parce que je crois avoir compris qu'il parle de jeu, à l'époque, hein, enfin c'est d'autres manières, mais qui part d'une même matière dont on serait formé, on le ressent aujourd'hui, hein, c'était très contemporain, aujourd'hui on peut le trouver très contemporain en fait, sur comment on fait de la même matière que le reste des choses sur Terre, les autres créatures, les végétaux, les animaux, et après cet aspect ludique et cet esprit de ce désir de vie qui nous fait bouger, c'est un désir joueur. Et ça, cette notion de jeu, je l'ai dans mon travail depuis le début, depuis la première pièce de groupe surtout. J'ai passé beaucoup de temps à faire jouer, à trouver des règles avec les danseurs et danseuses pour créer une complicité, mais aussi pour créer cette espèce de nécessité dans la gratuité qui est typique des jeux des enfants. Voilà. Un espace de jeu, oui. Une vitalité joyeuse. Et dans laquelle on met du drame aussi, et qu'il y a du drame aussi, mais c'est ce désir anelito. C'est cette voracité de vie et de plaisir de vie qui enlace aussi et qui rencontre aussi le désespoir et la tragédie. Après, dans la chance que j'ai jusqu'à aujourd'hui de ne pas avoir vécu personnellement des grandes tragédies, même si c'est clair que ce qu'on vit dans le monde depuis toute l'histoire et aujourd'hui
ça paraît encore pire. C'est pas pire parce que c'était toujours comme ça, mais quand même qu'on n'avance pas, que l'être humain en soit encore à se faire les guerres, à tuer des gens, que les gouvernements tuent. Je ne comprends pas comment ça soit possible, mais malheureusement, c'est qu'on a une mauvaise nature aussi. Bon, bref, donc il y a ça aussi dans la réflexion, mais la manière que j'avais, c'est le joueuse. Des fois, je me la suis permise aussi parce que j'ai eu la chance de naître où je suis née. Après, des personnes qui ont vécu la guerre m'ont dit « Mais nous, ça nous fait du bien de voir ce jeu. » Je sais pas. Des fois, je me demande si c'est légitime aussi de... Bon, bref, c'est des questions aussi. Tu te poses des questions tout le temps. Ah, tout le temps. Et j'ai lu aussi que tu avais choisi l'ordinaire. Souvent, c'est quelque chose qui revient en parlant de ton travail. Tu choisis des détails de la vie quotidienne, de l'ordinaire, des choses simples pour bâtir les fondations. J'aurais pas pensé de le dire comme ça, mais c'est le simple dans le sens positif du terme, ce qu'on a toujours sous les yeux, ce qu'on est. Donc ça pour résumer, moi je travaille sur les relations en fait. Et les relations, c'est des échanges de paroles, de gestes, de postures. Donc toute cette question des gestes du quotidien, donc de l'ordinaire aussi, qui se manifesterait dans mes pièces, c'est pas un choix, ça m'arrive, c'est tout simple. Moi, je pourrais passer des heures à profiter dans une place, à voir comment les gens se déplacent, leur sourire, leur inclinaison des têtes, leurs relations de loin, de proche, voir comment dans un bus ou dans un tram, on se met très loin s'il y a l'espace, et puis on se rapproche au fur et à mesure qu'il y a plus de monde et qu'on accepte une proximité incroyable avec quelqu'un juste parce qu'il y a beaucoup de monde. Et si on le faisait sans tous les autres, ça serait bizarre. Enfin, j'absorbe ça, mais c'est pas un choix volontaire ou très réfléchi. Je l'analyse a posteriori, en fait. Et c'est l'ordinaire, parce que c'est ce qui nous compose aussi, c'est l'ordinaire, c'est la vie. Et donc ça commence avec Eda, Merce. Ouais. Eda, Merce, ça signifie marchandise. Ouais. Merce, c'est le terme c'est marchandise, parce que j'avais mon deuxième solo, j'avais la sensation que pour mon premier, j'avais cherché des choses, mes questionnements, mon désir, des énergies, des pensées, tout ça. Et puis quand je me retrouvais à parler au téléphone pour vendre la pièce, on parlait d'un objet, son prix, ça durait, ça rentre pas. Et donc c'était pour un festival qui s'appelait Survival Kit, organisé par Barbara Tom à Milan. Que je dis, mais c'est quoi ma manière de survivre en tant que jeune autrice en danse? Et voilà, Merce qui sort, où je fais un petit teaser live de toutes mes pièces, qui n'existaient pas, je les ai inventées parce qu'il faut faire le petit teaser. Et Merce et Altro Piccolo Progetto Domestico, Eda et Altro Piccolo Progetto Domestico, les deux étaient liés chacun à une de mes grand-mères. Il y a eu toujours ça, un lien avec les femmes de ma famille, aujourd'hui avec des femmes qui ne sont pas de ma famille, mais une famille élargie, des femmes que je n'ai jamais rencontrées, des femmes que j'ai rencontrées, des femmes que je rencontre via la littérature, les entretiens. Voilà. Donc tu te crées ta famille. Voilà. Et je suis partie de mes deux femmes, mes deux grand-mères. Il y a quand même quelque chose lié au féminin qui est fort aussi. Mais dont j'étais moins consciente. Et aujourd'hui, je commence peut-être à l'être. Donc, des solis au départ, des pièces de groupe. Ouais. Bon, on va pas tout détailler. Des pièces de groupe à partir de 2009-2010. L'envie d'en avoir plus, et c'était à Ringarossa où j'ai pu avoir 9 personnes, où j'ai mis au service de la pièce les jeux que j'avais commencé à faire en 2009-10 avec Passo. Et là, tu reviens au solo. Et je reviens en solo après une pièce de groupe à 12. Alors, j'ai fait une pièce à 17. Ils étaient 18, puis une personne s'était blessée, je pense que c'était pour le ballet national du Portugal, mais c'était une pièce que j'ai créée en 6 semaines, alors normalement je suis beaucoup plus lente, avec des personnes qui ne m'avaient pas choisi, que je n'avais pas choisi, donc toute autre expérience. Donc à 12, on s'est bien choisi, et on a vraiment eu envie de travailler ensemble. J'ai pris du temps pour choisir ce groupe, et qu'ils me choisissent, elles me choisissent, et c'est un super groupe, la pièce In Comune, avec beaucoup de générosité, de bienveillance, un super processus de création. Ça, c'est ta dernière pièce de groupe. Ouais, dernière qui existe vraiment, et puis je suis en train de créer. Donc, pour le théâtre de Suresnes Jean Villard, la première sera à Suresnes, au théâtre Jean Villard. Et ça sera en novembre. Ouais, je regarde les dates là parce que c'est ça. Et alors je peux parler un peu du solo, mais sans savoir la forme que ça aura. Je suis même vraiment, je ne sais pas. J'ai commencé à. T'as quand même fait des étapes de résidence déjà. Oui, beaucoup. Et il y en a aussi où les gens pensaient que c'était un spectacle, mais pour moi c'est pas du tout encore ça. Il n'y a pas rien en termes de création dramaturgique. Tu as cette question de l'ordre des choses, de comment elles passent d'une à l'autre, comment elles se retrouvent dans des fils qui se retissent. Ça, je suis loin d'avoir ça. J'ai de la matière physique, dansante, où j'ai voulu m'éloigner de moi, un peu. Donc, chercher et pourtant, tu es toute seule au plateau? Je suis toute seule, mais je cherche des matières qui ne sont pas les miennes tout court. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas aussi les miennes, mais je cherche de m'éloigner un peu de ma matière. Tant que je peux encore danser, j'en profite. Je me dis profite. Je danse à fond, plus que par le passé, alors que je suis
pas très jeune maintenant. Oui, il y a ça aussi, il y a une envie d'être à 300% dans la danse. Voilà, je me dis, et même si je la trouve gratuite, je me dis, bah vas-y encore cette fois. Et pourquoi ? Et après, je me suis retrouvée à chanter. De déployer autant d'énergie dans la danse là. Je crois pour vraiment le plaisir aussi physique et de l'esprit d'être en mouvement. Très, très basique. Mais après, les interrogations, les questionnements vont pas dans ce sens. Ah si, aussi peut-être parce que j'ai la liberté de le faire. Et alors, ça ne change rien pour toutes les femmes qui n'ont pas cette liberté, parce que le fait que je danse, ça leur changera rien. Mais que je me dis, moi qui peux, vas-y, on le fait. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions parce que je suis en train d'en croiser des femmes qui ont vécu dans des pays où c'était impossible non seulement de danser, de chanter, de parler, d'écrire, voilà. Et d'autres que je ne rencontre pas mais que j'ai rencontré l'écriture, et d'autres qui ne peuvent pas écrire et donc qui restent. J'ai une grande empathie et sympathie pour toute cette question des femmes empêchées dans leur liberté, qui sont la plupart des femmes au monde, pour vrai, à vrai dire. Bon, voilà. Et moi, je peux... Et j'y vais, quoi. Mais ça sert à rien aux autres. Mais... Et il y a le chant aussi qui est arrivé. Je commençais à chantouiller et puis Jonathan Sedman, je lui dois le fait de m'avoir donné confiance. Et mais vas-y, il est compositeur, on travaille ensemble depuis longtemps maintenant, depuis 2016 justement. Et il m'a dit, mais vas-y, chante. Et donc je chante, je ne sais pas chanter, pas plus que la moyenne des personnes. Il y a cette fragilité d'une voix non cultivée, d'une voix qui a la chance d'être plutôt dans la bonne note, enfin pas fausse, mais voilà, c'est tout. C'est juste. Elle est juste, mais pas plus que voilà. Mais lui, il le retravaille aussi avec la musique en direct sur ma voix, donc ça aide énormément quand même. Et donc il y a la voix, il y a le corps, et il y a beaucoup d'objets que je me remballe. Mais ça, je le dis ici, de toute manière, c'est pas des personnes qui verront forcément tout le solo qui vont nous entendre, mais je le dirai pas dans la feuille de salle, mais j'ai beaucoup d'objets qui appartenaient à ma famille et que ma mère et moi, on sait pas où mettre en fait. Qu'est-ce qu'on en fait ? On veut pas les jeter, personne n'en veut, mais c'est des objets qui ont été précieux pour des gens, qui ont été très souvent faits à la main. Et donc, je les amène au plateau avec une composition qui donc donne un aspect aussi plastique à cette création. Est-ce qu'ils vont rester ou pas ? Je ne sais pas. Et c'est des objets qui parlent pas de ma famille, pas forcément, à moi peut-être, mais je ne voudrais pas ça. Je ne veux pas parler de ma famille aux gens qui viennent voir. Mais qui sont des objets qui ont des liens aussi avec toutes ces autres femmes dont je lis. Notamment la question du tricot, de la broderie, du crocheté. J'ai lu donc beaucoup de livres, certains livres, et dans plusieurs cultures, le seul espace de liberté, ou alors un espace de liberté qui reste, c'est ça, de pouvoir tricoter, coudre, crocheter, broder. Donc c'est aimé par ces femmes, souvent c'est les femmes, parce qu'ils peuvent choisir leurs traits, leurs couleurs, ou défaire des choses pour en refaire, hein, ça c'est aussi beaucoup le recyclage. On y met de l'amour, on le fait pour quelqu'un, et en même temps, c'est aussi un espace des fois de haine, parce que c'est le seul possible, la seule liberté possible. Donc au bout d'un moment, c'est crocheter, c'est broderie, là, basta, on en a marre, c'est la seule chose qu'on peut faire. Donc. Et ça relie à des époques différentes, beaucoup de femmes dont je lis, et quelques hommes. Après, les hommes sont présents aussi, je ne les nie pas, mais c'est vrai que j'ai une concentration sur le féminin. Sur le féminin, ouais. Donc il y a ce solo qui arrive, ouais. Cette envie de redanser, et de finalement de puiser dans un héritage matériel. Oui. Et là, dernièrement, j'ai entendu quelqu'un qui parlait du fait de comment on est enraciné, ancré, et en même temps en continuel mouvement. Donc moi, je sais que moi, je m'interroge sur l'identité, la mienne, celle d'autres personnes dont je lis, la question d'émigration, de l'empêchement de rentrer chez eux, c'est où chez eux, pourquoi on part, c'est quoi qui nous relie à des pays qui sont loin. Parce que j'ai beaucoup de nostalgie de mon pays alors qu'il est à côté, que je peux arriver en marchant et que si tout va bien pour moi. Il y a d'autres qui n'ont pas du tout ce même accueil et qui ne peuvent pas revenir, donc ce n'est pas les mêmes histoires. Mais cette question d'identité qui est fluide, qui est en continuelle métamorphose, il faut que ça le soit, mais en même temps ancré. Ça me parle beaucoup cette question. Je n'ai pas les réponses, mais le solo réfléchit autour de ça aussi. Et c'est une façon de mettre du mouvement sur tes racines aussi ? Peut-être, sûrement. C'est drôle. Et il y a ce grand bal là, comment tu l'appelles ? Ah, il n'y a pas de nom, mais grand bal aussi. Ah non, il n'a pas de nom, hein. On cherche, mais oui, tu as raison. Il y a un bal qui va avoir le lieu... En février, ça va clôturer le festival de Suresnes Cité Danse. Ah, Giro di Pista, alors oui, il existe. Oui, il existe, pardon, parce qu'il y a un autre bal en chantier. Ah, d'accord. Et du coup, qui verra la lumière entre septembre avec des tests pour les Journées du patrimoine à Nantes, et puis à Noisy-le-Grand, où il aura le solo aussi, je pense que c'est le 26 janvier. Mais du coup, oui, le bal qui existe, il a été créé pas que par moi, mais aussi par Marc Lacour, qui est un chorégraphe qui travaille
fléché pour le jeune public et c'est vraiment la jeunesse, son endroit de recherche et il défend ça, il le fait très bien. Et bon, c'est aussi le père de mon fils et mon compagnon. Voilà. Mais on a décidé, comme on ne se voit pas, on a décidé de travailler ensemble quand on arrive à se voir, parce qu'il tourne. Et donc, on avait créé en 2018, avec la proposition d'une programmatrice de Nanterre, Nathalie, elle a proposé de créer un bal, donc j'ai interpellé Marc pour qu'on le fasse ensemble, pour les enfants et les familles, leurs familles et les classes aussi. Et voilà, ça s'appelle Giro di Pista, tour de piste. J'avais cru que ce terme désignait en italien non seulement un tour de piste de bal, mais aussi le tour du pain sur la fin de la sauce pour nettoyer l'assiette, chose qui n'est pas polie à faire, mais très goûteuse. Et dans ma famille, ça s'appelle Giro di Pista. Et j'ai compris des années après avoir nommé la pièce comme ça, donc il y a 2 ans par exemple, je crois, que c'était que mon grand-père qui appelait ça comme ça. Donc, les autres Italiens ne savent pas que c'est une référence toute personnelle que je pensais universelle, au moins en Italie. Pas du tout. Giro di Pista, et c'est un endroit, un bal où on crée chacun sa danse. Donc, on ne nous fournit pas, Marc et moi, ou les danseuses et danseurs qui nous accompagnent, on ne fournit pas les pas tout court, apprenez ça, 5, 6, 7, 8. Pas du tout. Des formes qui se découvrent ensemble, qui s'inventent. Et je ne veux pas vous tout dévoiler, mais c'est une fête qui se prépare ensemble en arrivant à une danse personnelle à partager. Super. Et depuis 2016, tu es à la tête du Centre chorégraphique national de Nantes, et ça sera bientôt fini, dans 1 an et demi, ça aura fait 10 ans. Et c'est une très belle expérience. Si j'avais su ce que c'était qu'un centre chorégraphique aussi, dans l'histoire et dans la pensée, dans la perception qu'on en avait, j'aurais pas candidaté. C'est pas parce que je n'aime pas, mais c'est parce que, par exemple, pour moi, la notion d'être directrice, ça n'a aucune valeur. Je m'en fiche complètement. C'est pas une posture qui change ma vie, d'être ce rôle conçu un peu comme rôle de pouvoir, conçu dans le sens de perçu. Mais moi, j'ai pas du tout ça. J'ai mal vécu. À début 2016, j'étais en congé de maternité au début parce que j'ai pris la direction en janvier 16 et mon fils était né le 19 décembre 15. Donc voilà, au début c'était le congé de maternité. Et j'ai travaillé en secret, il ne faut pas le dire, hein, mais quand même. Mais après, à partir de fin mars, j'étais officiellement à mon poste et au début, j'ai mal vécu ce regard que j'avais en tant que directrice. Mais c'est quoi ? Moi, je ne suis pas directrice, je suis une femme, maintenant une mère, chorégraphe, danseuse. J'assume une responsabilité et j'essaie de l'assumer au mieux, hein, avec les fautes qu'on peut faire, accompagnée par une super équipe et par Erika S, directrice déléguée, qui est arrivée avec moi au CCN. Mais pas un rôle de pouvoir. C'est pas comme ça que je le concevais, ni que je le conçois, ni que je voudrais le concevoir. Et donc, au début, c'est pour ça que je dis, si j'avais su que pour l'histoire française, c'était un lieu un peu considéré de pouvoir, que la direction était un truc un peu hiérarchique, je ne l'aurais pas fait. Mais comme je ne le savais pas, j'ai candidaté. Mais il y a aussi cette... Pour toi, d'après ce que je comprends de tes mots là, que tu nous partages aujourd'hui, il y a aussi ce besoin d'être dans un endroit éthique, de pouvoir aider aussi à la cause féminine. Et donc en incarnant aussi... c'est très bien qu'il y ait des femmes en tête des lieux, bien sûr, donc je ne suis pas du tout contre et que c'est bien d'assumer. Mais pour ma direction, c'était un rôle justement de responsabilité que je voulais assumer face à un territoire, face à d'autres chorégraphes qu'on est invité à soutenir, et je le fais de la manière la plus éthique possible, avec le chagrin de devoir dire trop de non, malheureusement. Hein, c'est très très dur. Je n'ai toujours pas appris. Je partirai en 25 en n'ayant pas toléré tous les noms qu'on a dû dire ça, à des difficile. candidats. Ah oui, monstrueux. On prend en compte toutes les candidatures, tous les désirs, et on lit, on regarde les vidéos. Je déteste voir les vidéos en danse. Je ne regarde pas les miennes, mais je regarde celles des autres pour voir. Hein. Non, et puis je dois dire non à la plupart des candidatures. C'est horrible. Mais je sais qu'on dit oui à certaines. Avant plus, aujourd'hui un peu moins parce que l'argent a diminué aussi. Avant, je prenais aussi beaucoup de mes cachets, de la marge de mes cachets, mais avec le Covid, il n'y a pas eu autant de cachets. Enfin bref. Mais du coup, oui, c'était le désir qui m'a fait candidater, de pouvoir pratiquer ce que j'avais appris en France, cette question de l'action culturelle de la médiation, et de pouvoir s'ancrer sur un territoire pour que ça fasse sens avec des personnes qu'on pouvait rencontrer plusieurs fois, pour pas faire juste, tiens, une rencontre une fois. Et ça m'a vraiment motivée. Et le territoire nantais était et est, je confirme, un lieu où on peut très bien travailler sur ça. Avec beaucoup de relations avec des partenaires, ça rebondit, on discute, c'est un plaisir. Hein. Et l'équipe du CCN, elle est passionnée, c'est une merveille de travailler avec ces personnes. Et aussi le contexte, les autres acteurs culturels, c'est une chance de travailler dans cette ville. C'était ça le projet que tu portais pour la danse, c'était ce projet de médiation, d'aller vers, d'aller à la rencontre par la danse. La danse comme moyen de partage, ça s'appelait... Comment l'humain dans la danse en l'humain, c'est pourri ce titre, je ne donnerai plus, mais c'était cette notion d'humanité, de relation, de partage, ce qui avait plu, je pense, à l'époque, et ce qui a pu se réaliser. Autant qu'on a 3 personnes à médiation sur une équipe de 11,5, donc c'est beaucoup, un pourcentage, plus moi, ça fait 4.
Et c'est vraiment fléché sur ça, avec beaucoup d'actions dans les territoires, avec beaucoup d'apprentissage. À des moments, on s'est dû inventer travailleurs sociaux alors qu'on ne l'est pas. Et à des moments, on a été très aidés par des travailleurs sociaux. Mais ça a donné sens à ce métier, effectivement, même en continuant dans le doute. Ce qui a aussi pris du temps à la création, parce qu'on ne peut pas être partout et tout faire. Après, pour moi, c'est toujours de la création, ça se mélange. C'est la même chose, effectivement. Mais oui, ça m'a fait tourner un peu moins. Mais ça allait aussi en tant que maman, c'était pas mal. Et puis, c'était aussi avoir, très personnellement, un lieu pour répéter sans tourner tout le temps avec un petit bébé. Et puis, c'était un lieu partagé avec d'autres artistes, chorégraphes. Et ça, c'est une évidence. C'est normal, c'est comme ça que ça existe dans ces scènes. Et d'être une femme. Et d'être une femme, ça, de toute manière, je suis née comme ça. Avec cette responsabilité-là, oui, parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, ça, je ne le savais pas non plus. Maintenant, je le sais. Je trouve que c'est important, ce chantier qu'on a avec d'autres directeurs et directrices de ces scènes. Toute l'association des scènes s'en occupe, mais qu'on ne s'en sort pas. Hein. C'est très, très dur. Il y a très peu de femmes à la tête de ces scènes, aussi moins de candidatures de femmes. Mais on le voit aussi dans les candidatures qu'on reçoit de projets pour l'accueil studio, pour être soutenu en coproduction et venir à résidence, il y a moins de femmes, et les projets portés par des femmes, souvent, au niveau pourcentage, sont moins soutenus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intéressants, au contraire, ils peuvent être très intéressants, mais ils ont moins de jambes pour marcher. Et c'est à partir, du coup, pour moi, de l'enfance qu'il faut changer les choses. Et pour moi, c'est beaucoup au sein de l'école et de la famille. Mais comme on ne peut pas intervenir dans les familles, il faut le faire dans les écoles. Moi, je n'ai pas compris qu'il y avait des inégalités sur les femmes, tant que je n'étais pas adulte et qu'on m'en a parlé plus directement, qu'on m'a demandé si je les avais vécues, parce que dans ma famille, j'ai vécu l'égalité, mais profonde. Et donc, j'avais les instruments pour me défendre sans savoir que c'était de la défense. Si quelqu'un me faisait un commentaire à mon corps, je pouvais le lui faire aussi. Si quelqu'un me traitait mal, je ne pensais pas que c'était parce que j'étais femme. C'est parce que il était... Lui, pas d'accord. T'es pas d'accord, tout ça. Donc, j'avais une puissance en plus de ne pas me sentir épliée. Et après, en parlant avec d'autres femmes qui ont vécu autrement dès l'enfance, cette notion de l'imposteur, tout ça, moi, je ne l'ai pas vécu. Parce que j'avais pas ça. Dans ma famille, mon père a décidé, parce que ça s'est fait comme ça, c'est ma mère qui a eu des propositions plutôt que lui de carrière, et ils ont décidé ensemble, c'est elle qui profitait de l'évolution de carrière avant lui, puis il l'a fait 10 ans plus tard, lui. Puis c'est lui qui faisait la cuisine, mais ma mère aussi, les deux, qui faisaient les courses, surtout papa, parce qu'il adorait les marchés. Enfin, voilà, j'ai vraiment vécu l'égalité. Et ça, c'est ce que je voudrais pouvoir faire, pas dans toutes les familles, parce que je peux pas intervenir dans les familles, mais je pense qu'il faut commencer dès l'enfance. Alors, pour qu'avoir des directrices femmes, mais bon, ça il faut faire de l'enfance, mais même sur les adultes, il faut qu'on travaille. Et c'est dommage qu'il y ait encore des dernières shortlists pas du tout égalitaires. Ouais. Ça, c'était un engagement du ministère qui n'a pas été suivi. C'est quand même particulier et triste. Ouais. Et aujourd'hui, quel regard tu portes sur les enjeux de la danse, de la création ? Alors, je pense que toujours, on aurait dû le faire et on tente de le faire, mais il faut penser large. La danse comme appartenante au spectacle vivant comme à la culture, mais la culture dans une démocratie. Donc, je ne sais pas comment le dire mieux, mais que les instances de ce qui appartient au public, la santé publique, l'éducation publique et la culture, comme des choses pour lesquelles on doit se battre ensemble. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir ça présent. Mais alors comment j'ai pas la recette, on tente. C'est un regard un peu sans espoir aussi sur le monde en général. Je pense que c'est moins grave qu'on perde de la danse plutôt que le fait qu'on tue des enfants tous les jours. Et en même temps, quand j'étais un petit peu en action dans des contextes d'après-guerre, notamment en Bosnie, il y a beaucoup d'années évidemment, je me disais, oui, effectivement, ça sert de partager des réflexions, de s'entraîner à l'écoute de l'autre, parce que la haine crée de la haine. Et dans des territoires où quelqu'un nommé par rapport à son appartenance d'un pays ou d'une religion a tué des autres, enfin, comment vous dire, je ne veux pas nommer les choses, mais si je sais que cette personne de tel pays a tué toute ma famille, je vais avoir de la haine vers cette personne de tel pays ou de telle religion. Et alors là, l'intervention d'une culture ouverte et pas nationaliste a de l'intérêt.
pour ouvrir les pensées, les esprits et comprendre que les autres, c'est nous-mêmes et que c'est ensemble qu'on peut arriver plus loin. Voilà. Mais bon, après, j'avais la recette, j'aurais résolu plein de choses et je n'ai rien résolu pour personne. Et l'effervescence créative, le fait qu'il y ait beaucoup de propositions chorégraphiques aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu disais, c'est très difficile de dire non aux artistes qui demandent des résidences. C'est bien qu'il en ait, il faut soutenir. Après, je pense que c'est important que les propositions soient, comme je disais, ouvertes et pas auto-référenciées. Bon, c'est une petite critique que je peux faire de la danse contemporaine, mais... Ça veut dire quoi, ça, pour toi ? Parce que moi, quand j'étais spectatrice aussi, je voyais beaucoup de spectacles, je le suis encore, spectatrice, qui sont un peu repliés sur eux-mêmes. Alors, bien sûr que c'est très important, il ne faudrait pas avoir une dictature qui décide de la censure, donc absolument, c'est très important qu'il existe, mais je reviens à dire que pour moi, si on invite des spectateurs et spectatrices, il y a une responsabilité aussi de ça. Alors, ça peut être dans des manières, des formes les plus variées, hein, mais juste éviter le repli sur un élitisme. Et je pense que c'est un risque qui existe. Et pareil, j'ai pas la recette, et peut-être des pièces à moi pourraient être perçues comme ça. Je ne voudrais surtout pas, mais peut-être c'est le cas. Mais pour moi, quand on nous dit, on se dit qu'il faut que l'art soit populaire, que ce soit pour tout le monde. Je trouve que c'est très important. Après, tout le monde n'est pas touché par les mêmes choses, mais il faut que tout le monde puisse potentiellement accéder à des mêmes choses et pratiquer le regard aussi, et dans le corps aussi, mais aussi pratiquer le regard pour après choisir aussi ce qu'il aime ou l'aime pas. Et c'est pas qu'avec un seul genre. Donc, par exemple, j'estime énormément l'hip-hop et l'histoire du hip-hop et ce que ça a donné, ce que ça donne encore. Mais c'est pas parce que c'est du hip-hop que c'est la seule chose adaptée aux populations. C'est sûrement valide, mais il y a plein d'autres choses et puis des choses qu'on n'a pas et qui sont... Voilà. La notion d'accessibilité pour toi est primordiale. Oui, sans vouloir faire du facile, forcément. Donc, pareil, il n'y a pas des recettes. Mais de penser que ce qu'on fait, ça... c'est pour les citoyennes et citoyens, oui. Alors, qu'est-ce qui manque à la danse aujourd'hui ? Je ne sais pas. Elle a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il manque ? Non, j'ai pas... Mais alors, qu'est-ce qu'elle permet ? Si on va conclure. Pareil, comme d'autres choses, pas plus que d'autres. Après, c'est l'avantage souvent qu'elles peuvent exister au-delà des langues. Même s'il y a de la parole souvent dans la danse, et c'est très bien, parce que sincèrement, je vois pas de différence. Pour de vrai, pour moi, le théâtre, le spectacle vivant, c'est toute une même chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais... Donc, c'est la possibilité d'être avec l'autre dans un elito di vita, dans une quête et une respiration de vie, je sais pas, dans un désir de vie, et d'arriver à continuer à le pratiquer, ce désir, et par moments à lui répondre. Très bien. On finit par un petit quiz ? Oui. Oh là là. Alors, ça va être hyper dur. Une pièce qui parle bien de toi. Si on connaît peu ton répertoire, qu'est-ce qu'il faut qu'on... Une pièce à moi qui parle bien de moi ? Ouais. A posto e in comune. Un chorégraphe. Tu peux en citer plusieurs, c'est trop dur d'en dire qu'un. Forsyth, Pina, Maggie Marin. Très bien. Un public ? Des publics. D'accord. Non, même pas. Des spectatrices et spectateurs. C'est des êtres humains, chacune et chacun. Voilà. Une scène ? Une scène ? Une toute petite scène à la maison de Natalia Casorati, qui a créé le festival Interplay, où on faisait de la recherche, on voyait des petites choses. Mais alors, toute petite, c'était le garage. Cette scène. Une performance ? Une performance de Steve Paxton, du Contact Improvisation. Ouais. Et les mouvements que tu aimes traverser quand tu danses, toi ? Ample, lointain et saccadé. C'est des oppositions. Ample, lointain et saccadé. Et on finit sur cette phrase que j'ai vue à de nombreuses reprises, je pense que c'est dans ta bio. Je recherche une danse qui rencontre les gens et qui propose une relation humaine. Oui. Elle est bien, cette phrase, pour toi ? Oui. Elle résume bien ce que Elle correspond, oui. Ouais. Et est-ce que tu as envie de rajouter des petits mots et des grands mots à des choses qu'on n'aurait pas évoquées aujourd'hui, qui sont importantes pour toi ? Non, je pense qu'on en a parlé. Hein. C'est le respect des autres et la notion de paix préventive. Peut-être. Parce que, trop souvent, on parle de guerre préventive, comme si ça avait du sens. Bon, on ne va pas rentrer, c'était un long discours. Mais je pense que la paix se rejoint avec la paix, pas avec la guerre. C'est un oxymore, la guerre préventive. Donc, une paix préventive, et alors peut-être,
avec la danse, avec chacun d'autres choses dont on peut être porteuse, qu'on peut savoir un peu maîtriser, et va travailler à une paix préventive, parce que ce soit la paix qui prévient autre chose. Merci. Et les femmes qui t'accompagnent au quotidien? Ah, il y en a beaucoup, des vivantes et des plus vivantes. Et merci à celles qui se sont battues et qui souvent n'ont pas été assez reconnues. Mais on continue. Merci infiniment, Abra. Merci pour ce moment avec toi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.